Bonjour, cher Ludovic Chazalon. Bienvenue à Vue sur le jazz international. Grand du Rhino Jazz, qui est un festival de jazz quand même assez important en France. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Bonjour, Merci. Christine. Bonjour, Coco. Donc, tu es venu à Lyon, donc tu connais cette ville et à Lyon et tout autour. On a d'ailleurs vu dans 26 villes, je crois, il y a un festival, le Rhino Jazz, qui s'étend un peu partout et qui est un festival hyper créatif. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette réputation? Alors moi, c'est un festival qui proposera sa 44e édition. Donc c'est un festival qui a déjà une ancienneté, un parcours très long. C'est un festival qui assez rapidement a eu une itinérance de territoire sur la métropole de Saint-Étienne et Lyon, c'est-à-dire que tout cela regroupe chaque année entre 25 et 30 lieux de concert, 30 communes qui participent à cette aventure où le jazz, au sens très large du mot et des musiques, sont représentés. Donc, on a beaucoup de créations, c'est exact. Et puis, comme un grand nombre de festivals en France et à l'international, des têtes d'affiche qui sont en tournée et qu'on a le plaisir d'accueillir pendant les 3 semaines du Rhino Jazz. Voilà, bien. Donc, c'est pas concentré seulement sur le jazz. Vous avez quand même d'autres genres qui se sont amalgamés à votre festival, je présume, durant plusieurs années. Au début, c'était pas comme ça. C'était-tu plus jazz au début? Alors, au début, effectivement, c'était un jazz qui était que je qualifierais d'un peu plus classique dans l'histoire et la forme musicale. Okay. Mais il y avait assez rapidement, dès le début, le free jazz, le jazz très libre et innovant qui était présent. Et cela pendant peut-être une grosse dizaine d'années. Et puis, en fait, ces musiques de jazz, elles s'expriment de manière tellement large, elles sont tellement inventives qu'on peut aussi y adjoindre plein d'autres formes musicales. Je veux dire par là que le blues et le rock y a sa place parce qu'il n'y a pas de cloisonnement dans les musiques. Comment dirais-je, elles peuvent s'entremêler de manière naturelle. Et on a été, je crois, un peu la vitrine de tout cela assez rapidement. Et on a laissé la place chaque année à des aventures musicales où parfois, tiens, il y avait Nina Hagen qui était présente. Avec d'autres musiciens de jazz. Et voilà, donc il n'y a pas de... J'ai beaucoup aimé Nina. Les frontières n'existent pas. Voilà. Exact. Mais je vous dirais que c'est comme ça aussi à Montréal, avec le Festival de jazz de Montréal. C'est devenu comme ça, nous aussi, où il y a des sous-branches qui font que il y a plusieurs gens qui partagent et aussi, justement, ceux qui ne sont pas vraiment... habitués au jazz, ben ça les fait quand même découvrir le jazz. C'est ce qu'on essaye d'amener les gens au jazz par d'autres voies, par d'autres courants musicaux, quoi. Alors, cette année, par exemple, cette année, vous êtes à la pointe de quelque chose d'un peu très original encore? Oui, alors cette année, et c'est le cas depuis une bonne dizaine d'années, l'iconographie, l'image, à travers la peinture, la photographie ou le cinéma, est partie prenante dans les éditions. L'année dernière, j'avais imaginé un parcours musical qui faisait la place, entre autres, à un peintre français qui s'appelle Robert Combas, qui est un peintre très important, qui est également musicien. Et en fait, ce projet-là, qui s'appelait le Grand Barouf du Rhino, réunissait une vingtaine de toiles de Robert Combas, des grands formats qui représentaient toutes des musiciens et des styles de musique. Et Robert Combas, étant musicien, était présent également avec d'autres artistes musiciens. Donc, on a donné en partie une place assez importante à ce projet-là. Et autour
de ce projet qui s'appelle Grand Barouf du Rhino, eh bien, il y avait une quinzaine de communes, plus que cela, qui étaient partenaires et qui avaient leur programmation bien spécifique. Cette année, c'est la photographie qui est au cœur d'un projet et qui s'appelle In Music Jazz Story, avec le photographe Pierre Terrasson, qui est un photographe français, qui a été le photographe notamment de Miles Davis, mais également de grands chanteurs et musiciens de jazz et musiciennes de jazz français et européens. Est-ce que c'est le frère de Jackie? Non, c'est pas le frère de Jackie. OK. Non. La question était intéressante, on me l'a posée plusieurs fois. Pierre Terrasson a été très très proche de Gainsbourg, par exemple, et puis d'autres artistes de jazz pour lesquels il a fait beaucoup de photos. Et moi, j'ai voulu réunir une grosse centaine de photographies, pour la plupart inédites, qui seront dans une galerie à Saint-Étienne, qui s'appelle la galerie Cesson-Bentière, et il y aura des concerts pendant cette durée de 3 semaines sur le lieu de l'exposition. Voilà. Ah, cool. Voilà. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres festivals ou non? Alors, on a cette année, on n'a pas de partenariat précis avec d'autres festivals, mais on en a eu par le passé, notamment avec certains festivals italiens qui étaient vraiment dans le sud de l'Italie. On a travaillé avec ce festival pendant quelques années. Bon, ça s'est un petit peu essoufflé, c'est en raison notamment de cette cochonnerie du Covid qui nous a bien enquiquinés, mais maintenant c'est oublié, espérons-le. Donc, non, alors moi j'essaie de travailler en partenariat dans la programmation, par exemple avec Nancy qui a la même période que nous, voilà, Nancy Jazz Pulsation. Donc, on essaie de trouver un peu des artistes en commun, mais voilà, ça se fait plutôt dans ce sens-là, mais on n'a pas de grand partenariat avec d'autres événements. Mais c'est-à-dire qu'on a quand même près de 30 communes et lieux partenaires, ce qui fait déjà un grand partenariat à mettre en place. Voilà. Ouais, c'est fou. Vous avez un comité ou vous commencez à trier par vous-même et ensuite vous voyez à plusieurs? Comment ça se passe? Parce que vous devez avoir beaucoup, comme vous êtes dans la créativité, de demandes extravagantes. Enfin, vous êtes très ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la chance de mener tout ça seul. Voilà. Oui, bien sûr. Pas de comité avec vous. Alors, pas de bénévoles. Alors, si, bien sûr que si. Pendant l'événement, pour monter le festival, il faut une équipe. Mais pour la programmation et la direction artistique, je fais cela seul depuis déjà près de 15 ans, oui, à peu près. Okay. Donc, voilà, j'essaie de trouver des recettes, j'essaie de trouver des montages artistiques qui vont permettre au public, aux différents publics du festival, de trouver une émotion, de trouver, comment dirais-je, des moments d'écoute très privilégiés. Et c'est ce que j'essaie de faire un peu chaque année. Voilà, c'est un plaisir absolu. Ouais. Est-ce que vous vous déplacez de temps en temps pour voir des artistes ou à l'étranger ou en Europe, ou alors vous recevez des mails et vous écoutez par vidéo? Je fais les deux. Je travaille avec les 3 possibilités qui sont évoquées. J'essaie de me déplacer. J'essaie de me déplacer parce que moi, j'ai besoin d'écouter les artistes sur scène. Ouais. J'ai besoin de discuter. Voilà, exactement. J'ai besoin de discuter avec les artistes pour construire des projets, pour savoir, pour comprendre. Parce qu'ensuite, notre métier, c'est de raconter une histoire à un public. L'histoire, elle se fait par une programmation, mais elle se fait par les mots. Et il faut parler au public, il faut parler dans les radios, il faut parler dans les télés, il faut être là, il faut raconter les choses. Et moi, je suis incapable de les raconter si j'ai pas eu l'échange avec les artistes, c'est pas possible ça. OK. Voilà. C'est vraiment one-on-one qu'on dit. One-on-one, ouais, c'est ça, tout à fait. Pour apprécier l'artiste, le musicien, oui. Cool. Ouais, c'est incontournable, c'est primordial.
pour la petite histoire, par exemple, il y a en 2017 et en 2018, j'avais imaginé une partie de la programmation dédiée autour de David Bowie. Et j'ai proposé ça bien avant la mort de David Bowie. Okay. Et j'avais contacté Donny McCaslin pour cela. Ouais. Et lorsque Bowie est décédé, Donny m'a dit, bon, on continue, moi j'ai envie de continuer. On y est allé. Mais pour ce faire, je savais que Donny avait des concerts en France. Donc on s'est vus ensemble. Avant, on a construit par mail, mais on s'est vu, on a pris le temps d'échanger, déjà pour se voir. Oui. Le regard, c'est important. Et le regard, il dit tout, il dit beaucoup de choses. Et cette aventure-là, on a pu la construire parce que on avait vraiment une compréhension du projet. Et on a monté une création unique. Parce qu'on a pris le temps d'échanger, de parler, d'écrire. Voilà, et ça, c'est très important. Et ça, c'est l'exposition. Je m'excuse, Christine. Ça, c'est l'exposition Bowie Odyssée que vous allez avoir cette année. C'est de ça que vous parlez? Alors, l'exposition Bowie Odyssée, elle a fait partie de ces. Elle a eu lieu en 2018. L'exposition Bowie Odyssée. C'est-à-dire qu'en 2017 et en 2018, il y avait une partie de la programmation qui était organisée autour des musiques et de l'iconographie de Bowie. Voilà. Mais seulement une partie de la programmation, pas l'entièreté. En 2017, il y a eu la création avec le Black Star, avec Jason Lindner, Tim Lefebvre, Donny c'est ça, exact, ouais. Voilà. Et j'avais monté aussi la même année 2 autres concerts avec 2 quartettes français et une exposition photo. Et l'année d'après, j'ai créé un Bowie symphonique. Ouais, ça a été incroyable. C'était une première, c'était une première mondiale. Un Bowie symphonique. Ça me donne des frissons. C'était d'une beauté. Non, c'était d'une beauté. Il y avait ce symphonique avec Eric Lénini, Eric Truffaz. Il y avait Nosfell, le chanteur Nosfell. Et il y avait une fille exceptionnelle qui s'appelle Crystal Warren. Qui est une je connais, américaine. Oui. Voilà. Et j'ai organisé ça. Donc, j'ai créé l'expo Bowie Odyssée que j'ai produite. C'est 1000 objets totalement inédits qui sont issus de 2 collectionneurs français, dont un des plus importants collectionneurs au monde, qui s'appelle Jean-Charles Gaultier, qui a connu Bowie. Ils ont été très proches, très amis. Et Jean-Charles, on s'est rencontrés. J'ai créé cette exposition-là. Voilà, c'est complètement fou parce que ces 1000 objets complètement inédits que possède Jean-Charles, ce sont des affiches, ce sont des pochettes de disques, ce sont des dossiers de presse d'époque. C'est complètement fou. C'est l'extrait de naissance de David Robert Jones. C'est complètement fou. Et dans ce projet-là, il y a la discothèque de Radio France qui est également partenaire de cette exposition, que j'ai donnée au Palace, d'ailleurs à Paris, il y a quelques mois, et que je vais peut-être redonner prochainement à Toulouse également. Voilà. Fan fini de Bowie. Comment dirais-je? Je ne sais pas si je suis un fan. Moi, j'ai commencé à apercevoir cet homme. J'avais 14 ans. Je n'écoutais pas sa musique. Je voyais son image. Elle m'a happé. J'ai écouté après à 16-17 ans et je n'ai pas lâché. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, Christine. Est-ce que la musique électronique a une grande part dans votre festival? Non, elle n'a pas une grande part. Comment dirais-je? Elle vient parfois se positionner, s'intercaler sur des projets particuliers, mais elle n'a pas une grande part. Alors, la raison, je vais la donner.
dans nos différents festivals dont on a la direction, notre métier, on le fait pour le public avant tout. Ça, pour moi, c'est une obsession. Et le public, quand on commence à l'identifier, quand on commence à proposer des projets pour ce public-là, il y a des gens qui sont attentifs à telle ou telle musique. Et nous, sur le Rhino Jazz, les musiques dites électroniques, elles n'ont pas beaucoup de public. Il y a d'autres festivals qui sont, on va dire, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont identifiés musique électronique. Nous, on l'a pas. Mais par contre, dans ma culture personnelle, elle a une place. Mais dans le festival, non. Mais voilà, tout simplement. Et par rapport parce qu'on a quand même des festivals qui ouvrent beaucoup au hip-hop, est-ce que vous aussi, s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent et qui découvrent ce festival, par rapport à cette nouvelle génération, est-ce qu'ils s'y retrouvent là-dedans par rapport à ce qu'ils écoutent Alors, je dirais que depuis une dizaine d'années, moi, j'essaie d'être très attentif à ce mouvement hip-hop, ou en tout cas à cette manière de percevoir la musique, la danse, le corps, le geste. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que ça fait partie aussi d'un public qu'on commence à avoir sur le Rhino Jazz Festival, qui nous fait confiance, qui est curieux. Et donc, de ce fait, j'essaie d'orienter certains projets dans ce sens-là. C'est un peu long parce que quand on fait ce métier-là, il ne faut pas se planter, quoi. Il faut travailler sérieusement. Oui. Et je ne veux pas me lancer sur des projets par opportunisme. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais ça prend sa place dans le jazz en ce moment, le hip-hop, le rap. Énormément. Énormément. Ouais. Énormément. Ici au Québec aussi, au Canada, ça prend sa place. Ouais. Il y a des beaux projets. Il y a de très bons projets, mais je dirais que dans de nombreuses musiques de jazz qui sont jouées par des filles et des garçons qui ont entre 20 et 30 ans, ils ont cette influence-là aussi, parce qu'ils croisent les disciplines, ils croisent les médiums. C'est totalement naturel, en fait. C'est complètement naturel. Il n'y a pas de barrière, il y a un langage qui est clair. Il y a des absorptions comme ça naturelles dans ce sens-là. Le nombre de jeunes musiciens et musiciennes de New York, des États-Unis, d'Angleterre, voire même d'Europe, qui ont en fait ce bagage-là, et il y a un public derrière. Donc il faut être attentif à ça, évidemment, bien sûr. Et au milieu de tout ça, nous avons Rhoda Scott. Au milieu de tout ça, nous avons Rhoda Scott qui est déjà venue. Est-ce qu'elle est venue, Rhoda, déjà chez vous? Oui, tout à fait. Elle est venue 2 fois. Elle est venue 2 fois. Elle est venue 2 fois. Avec les filles? Non. Oui. Elle est venue sur un projet assez gospel, et puis sur un autre projet, elle était en trio avec un saxophoniste français qui s'appelle Christophe Monio. Et elle était accompagnée d'un autre musicien. Je suis désolé, son nom m'échappe. Alors, c'est vrai que les deux répertoires étaient très, très beaux, très différents l'un de l'autre. Mais bon, c'est une très grande musicienne, très, très grande musicienne. C'est une histoire musicale fabuleuse. Fabuleuse. Coco nous m'a dit tout à l'heure, c'est bien, il y a une nuit du blues. Blues. Ouais, il y a une nuit du blues, tout à fait. Non, il y a une nuit du blues, et depuis, je pense, une grosse vingtaine d'années, on laisse une place très importante aux musiques blues, parce que d'une manière naturelle, il y a historiquement le passage entre le blues et le jazz. D'ailleurs, le blues a plutôt fait le jazz plutôt dans ce sens-là. Exact. Donc, oui, c'est très important. Et c'est un moment très particulier qu'on travaille chaque année, parce qu'on a un public qui est présent, on a un public d'aficionados de musique de blues qui nous suit. Et pour nous, c'est une belle respiration dans cette soirée, dans cette nuit du blues, c'est sûr, c'est certain. Donc, en fait, les racines du jazz sont toujours quand même là.
quoi qu'il en soit, elles sont là dans l'attitude des musiciens et des musiciennes sur scène. Il y a quelque chose où il y a cette espèce comme ça, ouais, de filiation en fait, sonore, musicale. C'est bien sûr, c'est certain, évidemment, bien sûr, indéniable. Coco, tu as des questions? Oui, alors évidemment, je vois votre programmation. Vous avez une très belle programmation. Il y a plusieurs que je connais pas, malheureusement, que évidemment, je vais aller regarder. Je vais copier-coller, faire du YouTube. Mais pour vous, Ludovic, votre chouchou ici ou Est-ce que je peux pour en cette avoir année, deux? hein? Est-ce que je peux avoir deux chouchous? Avec grand plaisir. Ah, merci. Alors, Cœur. je dirais, pour rester dans les racines du Rhino Jazz Festival, qui est un festival de création, j'évoquerai la soirée à l'Opéra de Saint-Étienne autour de l'Oiseau de feu de Stravinsky et du musicien saxophoniste Lionel Martin, qui est un saxophoniste de jazz. Et on est en train de construire ce projet fabuleux entre les musiques de Stravinsky, cette œuvre qui est complètement sidérante, Oiseau de feu, et Lionel Martin, qui est saxophoniste. Voilà, je pense que cette aventure, elle va être complètement étonnante. Okay. Elle va être vraiment étonnante. Et tiens, allons-y. On va aller sur la nuit du blues avec l'immense Otis Taylor, qui est un bluesman fabuleux. Et en ouverture de soirée, il y aura un deuxième bluesman, Roosevelt Collier, il faut écouter Roosevelt Collier, c'est un très très grand musicien de blues qui joue du lap steel guitar. C'est voilà, j'en ai sorti deux. Wow. Alors dites-nous, dis-moi Ludovic, on était super frustrés parce que le site internet ne marche pas. Alors oui, alors évidemment, parce que c'est-à-dire que nous, étant donné que le festival est en octobre, moi je viens de terminer la programmation il y a de cela à peine 15 jours. Oui, parce que le festival se déroule chaque année sur les 3 premières semaines d'octobre. Donc, il me faut quand même un peu de temps pour travailler une programmation, même si je me mets quasiment immédiatement sur la prochaine programmation. Entre le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, il me faut vraiment le temps pour programmer de manière, comment dirais-je, sans trop de stress. Donc, ça prend du temps tout cela. Et le site internet du Rhino, en fait, n'est pas consultable avant le 1er juillet. Par contre, on peut, avant le 1er juillet, envoyer à nos partenaires presse déjà un dossier de presse un peu plus complet. Là, il est en train de se terminer. Et à partir de là, il y a des liens, évidemment, d'écoute et vidéos de chaque groupe, etc. Et moi, je suis évidemment disponible déjà pour toutes les interviews. Voilà. Donc, ça fait 4 mois de préparation, de programmation pour une 60aine de concerts. Ouais, ça fait au minimum 4 mois. Mais mais c'est que, ça dure toute l'année pareil, même si… Exactement. Oui. Mais ça, il faut être passionné pour faire ça parce que je suis certaine que vous ne travaillez pas seulement en 35-40 heures pour arriver à faire tout ça toute seule. Là. Moi, je sais parce que j'aide à la programmation au Festival de Rimouski et je sais c'est quoi le travail. Voilà. Est-ce que vous arrivez à dormir? Ouais, ça va. Surtout qu'en plus, il y a les idées qui fusent et ce n'est pas des petits projets. Merci. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'il y a le temps qui est celui pour la structuration de la programmation. Et puis, moi, comme je suis quelqu'un de totalement passionné, je peux aussi de temps en temps travailler sur d'autres projets qui sont des projets qui vont être davantage sur la peinture ou sur la lecture ou sur la danse, parce que j'ai besoin de ça, parce que j'ai besoin de cette nourriture pour comprendre les musiques
et pour aller chercher les choses. Mais oui, ça Ce sont donne des nourritures idées. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes oui, d'accord. mais oui, c'est un tout. C'est tout s'amalgame, là. Ouais. Mais bien sûr, moi, quand je vois un ballet de danse, contemporain ou pas, il y a un geste, un moment, une lumière qui a une émotion qui est tellement précieuse, qui est tellement puissante, qu'elle va tirer chez moi quelque chose. Et elle va relier à un autre système émotionnel. Et j'ai besoin de ça, sinon je ne peux pas comprendre comment je peux fabriquer un festival de musique sans avoir tout ce rapport relationnel autour de ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Très artistique. Corinne, Coco, qui est dans la création et dans les choses nouvelles et extraordinaires, elle est fascinée, je sens. Elle est fascinée. Oui, c'est cool. Non, j'aime bien. Ouais. Non, mais c'est ça. Alors, oui. Alors parlons plus matériel. Vous avez une limite de budget parce que est-ce que du coup les concerts ils s'autoproduisent ou vous avez une marge de sécurité? Ça fait un gros festival quand même. Oui, alors on a des budgets qui sont des budgets de financement public, hein, c'est-à-dire la métropole de Saint-Étienne, la ville de Saint-Étienne, le département de la Loire, qui est le département dans lequel nos bureaux se trouvent, et puis ensuite on a ce qu'on appelle des sociétés civiles, c'est-à-dire la Spélidam et la SACEM qui nous aident également. On a quelques sponsors privés, avec quelques aides de mécènes. Et ensuite, c'est des parts de billetterie. Hein, voilà. C'est de plus en plus compliqué. Nous ne sommes pas les seuls. Non, mais c'est de plus en plus compliqué. On sait, hein. Ah oui, on vous comprend. Hein? Bon. Oui. OK. Voilà. Et puis, comment dirais-je, on a beaucoup de partenaires depuis très longtemps, que ce soit des partenaires techniques ou des partenaires en communication qui parfois nous soulagent un peu dans les tarifs, etc. Donc, ce sont des partenariats. Voilà. Donc, même si nous payons, on ne paye pas la note totale. Donc, c'est vraiment ce sont des partenaires très précieux. C'est très important d'avoir ces partenariats-là. C'est très important. Voilà. Oui, ça l'aide à la survie d'un festival, certainement. Exactement. Non, mais c'est ça. Mais je dirais que c'est de l'artisanat. On est des artisans. On est des artisans. Voilà, c'est de l'artisanat passion. Ludovic, est-ce que vous êtes musicien, vous? Je l'étais. Ah! Oh, mais on est toujours musicien. On est toujours musicien. Même si l'instrument n'est plus là, en l'occurrence pour moi c'était la batterie. OK. Voilà, il y a la musique envahit, donc voilà. Et est-ce que au milieu de ces idées que vous avez formidables, il y a quand même une grosse idée qui vous traverse l'esprit, quelque chose vraiment que vous aimeriez faire, mais un peu fou, là, mais un truc incroyable. Je veux pas être... Non, alors, j'ai quand même... Non, mais si vous voulez, en fait, moi j'ai fait vivre... Moi, j'ai fait vivre un musicien dans un arbre pendant 15 jours. Je l'ai fait vivre dans un arbre. Il avait de l'eau, il avait une cuisinière, il avait de quoi dormir, il avait une connexion Internet et il donnait des concerts. J'ai fait vivre ce même musicien dans un container pendant 3 semaines, dans un lieu à Saint-Étienne. La même chose. Il avait une cuisinière, il donnait des concerts de 10h du matin jusqu'à 2h du matin. Ah, c'est cool, ça. J'ai monté des concerts sur l'eau, j'ai monté des concerts dans des grottes, etc. Alors, des rêves, j'en ai plein. Ah, nice. Mais il faudrait que je fasse le tri parce que j'en ai tellement que je ne pourrais pas les citer. Alors, nous, au Festival de Jazz de Rimouski, on a un sous-marin. Ah! Eh oui! Incroyable! Voilà. Bon. Voilà. On fait des concerts dans le sous-marin. Alors moi, je serais très heureux. Est-ce que vous faites, vous, la relève? Vous avez un concours pour les jeunes, pour la relève? Un concours pour les jeunes formations, pour les jeunes artistes? Oui. Alors, je dirais qu'en fait,
Non, on n'a plus de concours maintenant, mais moi, j'essaie chaque année, et c'est encore le cas pour le prochain Rhino, d'avoir de jeunes artistes, de jeunes groupes qui débutent ou qui ont très peu de concerts au compteur. Oui. Et on leur laisse une place. Ah, cool. Chaque année, très important. Oui, moi aussi, très, je très trouve important. que c'est très important, oui. Ça ça leur donne les ailes. Et le goût et la création pour poursuivre et monter. Oui, oui, oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Et au lieu de, comment dirais-je, c'est super les tremplins jeunes formations, on en a fait pendant de nombreuses années. Mais moi, je préfère à la limite proposer un projet, un concert à ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui viennent une soirée, ils sont totalement programmés, ils ont 1 ou 2 soirées à eux et c'est parti. Et là, c'est le gros frisson pour eux. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de filles sur votre festival, de musiciennes? Oui, chaque année, les présences féminines sont vraiment réelles. Alors, en fait, moi, cet acte de programmation-là, il n'est pas pour essayer de flirter dans une vague, etc. Moi, j'ai une émotion totale, une grande émotion pour les chanteuses. Donc, il y a énormément de chanteuses, et encore cette année, qui seront présentes sur le festival, et musiciennes. Je dirais que une grande partie, au moins 30 ou 40% de la programmation est une programmation faite avec des présentes féminines. Oui, c'est très important, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez comme voix cette année alors? Dites-nous. Alors, cette année, par exemple, pendant l'exposition photographie de Pierre Terrasson, il y aura Chloé Mons. Chloé Mons a été la compagne d'Alain Bachung. Chloé Mons est une artiste, chanteuse, pianiste qui possède déjà près d'une dizaine d'albums à son actif. Elle est également comédienne. Donc, c'est une voix qui est inclassable, qui peut être à la fois parfois dans le rock, dans la chanson, un peu dans le jazz également. Donc, elle est vraiment, elle est pas, on ne peut pas la classer, on ne peut pas comment dirais-je, vraiment la ranger dans une forme musicale particulière. Il y aura également une jeune chanteuse d'un groupe que j'avais programmé il y a 2 ans. Qui sera présente. Ce groupe sera présent sur l'une des communes à Saint-Martin-la-Plaine. Je pense que si vous avez reçu le pré-dossier de presse que je vous ai envoyé, cette formation-là est vraiment porte cette chanteuse qui est formidable. On aura aussi un ensemble gospel qui est magnifique, porté par une chef de chœur qui s'appelle Sabine Coulis, qui est une chanteuse qui vit à Lyon, qui est également ultra passionnante parce que Sabine travaille pour certains pays africains pour trouver de l'argent, notamment au Togo, qui est son pays d'origine. Sabine parcourt l'Afrique pour chanter, pour faire des films. Et elle a un ensemble gospel jam qui est fabuleux. Voilà, elle est également choriste à l'Opéra de Lyon. C'est une chanteuse remarquable. Et puis, il y a plein d'autres chanteuses qui seront présentes dans le cadre du Rhino en octobre prochain. Moi, évidemment, j'invite, par le biais de la radio qui est la vôtre, de commencer déjà peut-être par les liens que vous allez mettre en place, d'écouter ces formidables voix et formidables musiques. Oui. Mais quelle passion! Ah non. J'ai vu aussi Mélissa Lavo. Elle habitait à Montréal, elle. Oui, Mélissa Lavo. Mélissa est venue jouer au Rhino il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Ça avait été un très, très bon concert. C'est une personnalité. C'était une vraie personnalité, cette fille-là. Ça monte en flèche, son truc à elle. Oui, elle chante bien. Oui, c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle fait. Ah oui, c'est vraiment, c'est très surprenant. Voilà, et c'est une musique, une voix qui est inclassable. C'est une histoire, c'est une personnalité, c'est une histoire. Et dès que ce type d'artiste monte sur scène, tout de suite,
le public, il est happé déjà. On est chopé. Donc, c'est ce qu'on essaie humblement, avec passion, de faire, de proposer au public du Rhino Jazz chaque année sur les différentes scènes du Rhino. Et bon, c'est tellement passionnant cette histoire que c'est dévorant de plaisir, quoi. Ben, chapeau, en tout cas, chapeau. Bravo. Merci. Et vous avez, ce n'est pas des concerts gratuits. Et est-ce que vous avez beaucoup d'audience? Enfin, les gros concerts, ça peut aller jusqu'à combien de personnes? Alors, on peut aller jusqu'à à peu près 1500 personnes. Voilà. Ouais. Et il nous est arrivé d'aller un peu plus haut, notamment lorsque on a travaillé au Zénith de Saint-Étienne. On était sur des formules à peu près à 3-4 000 personnes. Ouais. Quand même. Alors, moi, j'avoue que j'ai une telle passion pour mon métier que j'aime les salles de 300-400 places, pas plus, parce que je trouve que le rapport entre la scène et la salle et le public, l'intimité. L'intimité. Au niveau vibratoire, on sent les choses, on les voit pratiquement. On voit ces molécules de plaisir qui vont de la scène à la salle. Et dans ces espaces-là, dans ces lieux-là, je trouve qu'on sent tout ça beaucoup plus que dans les grands espaces. Donc, je préfère les jauges à taille humaine. Bon. Eh bien, je crois que on ne s'attendait pas à avoir ce festival avec ce monsieur passionné. On en avait parlé parce que je ne suis pas très loin, je suis à Annecy. Et je pense que je vais aller faire un tour au mois d'octobre. Alors, juste pour vous demander, vous êtes sur tous les festivals le soir, vous allez voir tous les concerts. Alors, malheureusement, comme je n'ai pas le don d'ubiquité, parfois on a 3 concerts le même soir. Ah oui, d'accord. Donc, je reste sur un et j'ai mes collaboratrices ou collaborateurs qui sont présents ou présentes sur les autres scènes. Et on arrive à trouver, voilà, on s'organise, quoi, hein, bien sûr. Et donc, après ce festival, un peu de repos ou pas? Parce que vous devez être Non. bien fatigué. Non. 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 Non, mais non, pas vraiment, parce que moi, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de construire, quoi. Donc, non, ce ne sera pas du repos, ce sera bâtir le prochain festival. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est à l'année longue, ça. À chaque fois qu'on en voit un, qu'on entend, on prend des notes. C'est ça, on partage avec les autres. Ouais. C'est ça. J'ai plein de livres qui sont annotés. J'ai plein de choses que je dois remettre dans l'ordre. J'arrive même plus à me relire parfois, mais c'est pas grave. Bon. Voilà. Alors, c'est bien parce que Coco et moi, on disait qu'on était des Buzzy Bee, mais je crois que là, vous êtes notre méga Buzzy Bee. Oui. Bon, en tout cas. On a trouvé notre creuse. Bon, en tout cas, vous êtes toutes les deux invitées cordialement, amicalement au Rhino Jazz Festival. Vous serez chez vous. J'y tiens. Merci. Cool. Eh bien, alors Coco est déjà venue en France, elle reviendra cet été, mais l'année prochaine, pourquoi pas, on fera la tournée d'autres festivals, hein, Coco? Ben oui. Là, si ça continue, il va falloir que je passe l'été là-bas, que je commence du mois de juin, aller jusqu'à un peu d'automne aussi. Que je revienne pour Noël, quoi, chez nous. C'est ça, voilà. Coco m'a dit l'autre fois qu'en France, nous avions beaucoup de festivals et que c'était vraiment riche. Oui, il y a une richesse d'événements. Mais je pense que dans d'autres pays également. Mais c'est vrai qu'en France, on a énormément de festivals, on a énormément d'organisations et c'est la spécificité française. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, non, nous, on n'a pas tant que ça. On a l'été aussi qui fait les festivals dans les autres provinces et tout. Un peu en septembre. Il y en a quelques-uns au travers de l'année, mais c'est jamais autant que vous, là. Non, du tout. Ouais. Du tout. Bon. Vous êtes forts dans le jazz, vous autres. Bravo, félicitations. Merci. Les jazzmen, jazzwomen, ils vous envient. Laissez-moi vous dire. Ici, c'est difficile pour eux. Bon.
Eh bien, Ludovic, merci beaucoup pour avoir fait ce zoom vue sur le jazz international. On rencontre sur notre chemin avec Coco des gens passionnants. Alors là, pour le moment, vous êtes au sommet. Oui, oui. Vous êtes adorables et vous êtes aussi au sommet toutes les deux. Magnifique, c'est parfait. Ne changez rien. Mais on Donc, ne change pas de lunettes et nous ne changeons pas de passion non plus. Voilà, ça, ouais. c'est sûr. Super, super. Je suis Merci très heureux de vous beaucoup, avoir Ludovic. entendu et échangé. Moi aussi. Vraiment. Moi Ça aussi. me fait plaisir. Merci. Salut, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye. Bye.